痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se pro, et aujourd'hui au programme, on va repartir sur des éléments que le peuple pense vrais, mais qui sont faux. Faux parce que la complexité de Naruto fait qu'à pas mal de moments, nous devons sortir de la lecture de surface pour creuser, pour aller au-delà, pour lire entre les lignes. Et en faisant ça, on se rend compte que certains passages ne sont pas exactement comme on les avait imaginés de prime abord. Comme par magie. Du coup, via ce que j'appelle le deuxième axe d'analyse, on va pouvoir démontrer que certains éléments largement acceptés par la commune ne sont en fait que des éléments faux basés sur une mauvaise compréhension de l'œuvre. J'en ai lâché 5, tout comme l'épisode précédent. J'espère que vous l'avez revu entre temps. Et puisque j'entends la foule me supplier de refaire des intros qui durent 8h30 comme à la belle époque, on va pouvoir commencer. Allez, on commence avec un point qui m'a toujours fait tilter, surtout depuis que j'ai cette chaîne. Vous savez, il y a des personnages qui sont controversés dans Naruto, surtout quand il s'agit de leur puissance, et l'un des personnages dont la puissance est la plus incomprise, à mon sens, c'est Obito. Certes, il est probablement beaucoup plus puissant que ce que la moyenne imagine, mais nous devons doser. J'ai lu pas mal de fois la même chose, à savoir qu'Obito n'avait pas besoin de l'Akatsuki pour capturer les bijoux, et que le fait qu'il se repose autant sur eux, c'est à la limite de l'incohérence. Puisqu'il est capable de se téléporter directement sur une personne sans limite de distance apparente, pourquoi se reposer sur un groupe alors qu'il irait plus vite de se téléporter sur le bijou, ou le Jinchuriki, le capturer et enchaîner ça 9 fois. Et c'est là que je vais devoir mettre fin à cette mauvaise pensée. Et par mauvaise pensée, je veux dire sur l'incompréhension sur l'objectif de l'Akatsuki. L'Akatsuki avait comme objectif de capturer les bijoux, les sceller dans la statue Gedomazo, et une fois que les 9 seraient dedans, l'arme nucléaire de Nagato pourrait être construite. Itachi nous a expliqué que les bijoux devaient y entrer dans l'ordre des queues, du plus petit nombre au plus grand nombre, donc de Shukaku jusqu'à Kurama. Ça, je pense que tout le monde le savait, mais la méthode pour y parvenir semble ne pas être connue de tous, donc je vais tout détailler. L'Akatsuki a commencé sa chasse seulement dans la partie 2. Pourquoi ça? Parce qu'avant ça, il faut récupérer des informations sur la localisation des bijoux ou des Jinchuriki. Il faut donc payer des informateurs parce que trouver les bombes nucléaires aussi protégées dans un village ninja, c'est tendu. Faut vraiment comprendre que si les Jinchuriki sont autant surveillés et autant entravés dans leur liberté, c'est justement pour éviter qu'ils se fassent capturer par un ennemi. Donc leur position est inconnue et avant de lancer un assaut, il faut connaître leur position. Sauf que là, on a déjà un problème. Itachi a également révélé que le groupe avait tout intérêt à capturer les 9 bijoux dans un temps restreint. Pourquoi ça? Parce que les informations vont vite dans le monde ninja, et si on apprend que le bijou à une queue a été capturé, puis le deuxième, puis le troisième, etc., ça laisse imaginer assez facilement que les suivants seront en danger. Et s'ils sont en danger, des dispositifs pourraient être mis en place pour les cacher encore mieux. Et pire, les villages pourraient s'allier. Ils vont se dire que s'ils perdent chacun leur bijou, l'équilibre du monde pourrait être menacé, donc ils pourraient s'allier pour éliminer le groupe qui capture un à un les bijoux, d'autant plus qu'ils seront pas très durs à trouver, suffit de chercher là où se trouve le bijou suivant. L'Akatsuki est forte, mais affronter plusieurs dizaines de milliers de ninjas, c'est trop pour eux. Donc il faut capturer les bijoux à la suite et dans un temps restreint pour éviter les éventuelles ripostes du monde ninja. Mais ce n'est pas tout. On sait que sceller un bijou, ça prend du temps, plusieurs jours en fonction du bijou, donc il faut trouver le bijou à une queue, prendre du temps pour le sceller, capturer le bijou à deux queues, rebelote, etc. Et comme on vient de le voir, plus ça prend de temps, plus l'Akatsuki risque ses fesses. Mais là non plus, ce n'est pas tout. Parce que pour obtenir les infos des informateurs sur la localisation des bijoux, faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, faut remplir des missions. Y a pas encore le RSA dans Naruto. Dans la partie 1, hors écran, c'était ce que faisait le groupe, il réalisait des missions blagues pour gagner de l'argent, cet argent a permis de payer les informateurs sur la localisation des 9 bijoux, et les assauts ont été lancés à la suite pour capturer tout le monde le plus vite possible. Et dans le manga, le plan il s'est presque déroulé sans accroc. Les 7 premiers bijoux ont été capturés, Hashibe était censé avoir été capturé par Sasuke, et Nagato aurait dû capturer Kyuubi à peu près au niveau du conseil des 5 Kage. Sans ces deux échecs, le monde ninja aurait réagi trop tard, donc l'objectif du groupe aurait été atteint sans qu'une alliance n'ait le temps de se créer. Mais en étant trop lent à cause de ces deux échecs, impossible de ne pas faire face à une alliance, d'où le fait qu'Obito avait besoin de son groupe. Est-ce qu'il aurait eu moyen de tout faire tout seul? Absolument pas. À un moment donné, il aurait pu obtenir toutes les informations nécessaires, certes, mais il aurait été trop lent dans la capture et le scellement des bijoux, donc les pays se seraient alliés contre lui et il aurait jamais pu en sortir vivant, aussi fort soit-il. Faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir du nombre. Si Obito fait tout seul, il va mettre autant et il va devoir faire face à une alliance ninja, pas forcément des 5 pays, mais de pas mal de ninjas, et même s'il est très fort, jamais il réussira sa mission. Si l'Akatsuki craignait cette alliance en étant complète, alors juste Obito, c'est définitivement mort. Il n'aurait donc pas pu capturer tous les bijoux tout seul. Arrêtez de penser ça s'il vous plaît.
Ah là 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 là, alors ça, je l'ai beaucoup entendu, et en général c'est toujours pour venir remettre en doute la qualité de l'écriture de Naruto. Selon pas mal de gens, dans Naruto, il y aurait pas de méchants, seulement des gentils qui ont vécu un événement traumatique qui les a conduits à faire le mal, ou qui font le mal dans un but plus noble, ce qui annulerait miraculeusement leurs actes. Et ça, bah... pourquoi ? Pourquoi dire ça des personnages de Naruto alors que d'une part c'est faux, et d'autre part c'est la description de 99% des méchants dans les mangas d'aujourd'hui ? C'est une vraie question. Non, parce que un personnage qui fait le mal uniquement parce que c'est un être mauvais dans le plus profond de son ADN, c'est rare, extrêmement rare même, et il y a toujours une raison à ça. Et ce qui est terrible, c'est que c'est reproché à Naruto, mais pas aux autres. Oui, dans un univers où il existe guerre sur guerre, des personnages sont sujets à perdre tout ce qu'ils ont et sont sujets à basculer du mauvais côté de la force à cause de ces événements. Mais en quoi ça pose problème? Oui, Obito a décidé de s'enfoncer dans les ténèbres parce qu'au bout, il y avait un espoir de sauver le monde. Oui, Nagato a accepté de tuer, mais dans l'espoir de sauver 1000 fois plus de gens qu'il n'en aurait éliminé. Ce que je veux dire, c'est que même si un personnage a ses raisons d'être méchant, il n'en reste pas moins un méchant. Obito, il avait un objectif noble, il voulait devenir Hokage et sauver le monde. Mais il s'est fait manipuler par Madara par la suite, il a basculé du mauvais côté de la force, et est devenu un méchant. Un méchant logique, certes, qui a effectivement moyen de justifier pourquoi il en est arrivé là, mais ça n'empêche que c'était un méchant, peu importe ses raisons. Et ce qui est terrible avec Naruto, c'est qu'on a tendance à trop vouloir demander des justifications surtout pour démontrer qu'un personnage est juste méchant de manière manichéenne, chose qui serait inconcevable dans les autres œuvres. Genre, j'en ai parlé juste avant, mais Nagato, c'est effectivement un méchant, il fait le mal, il tue, il veut instaurer un monde régi par la peur, mais comme son objectif est noble, la paix dans le monde, bah, il est pas méchant. Les gars, pourquoi vous faites ça? Madara n'est pas méchant parce que son passé le poussait à devenir méchant, donc on peut le justifier, si on peut le justifier, ça annule qui il est? Bah non. Surtout que des méchants sans justification, ça existe, hein, faut pas déconner. Genre, au hasard. Premier chapitre de Naruto. Mizuki. C'était quoi son excuse à lui? Lui, c'est un méchant sans background pour le couvrir, donc méchant. Gato dans l'arc du pays des vagues, le mafieux qui a terrorisé son pays, c'était un gentil lui. Et Idan, ce bon vieux Idan qui torture ses victimes, aussi pur qu'un petit agneau. Donc bon, les méchants de Naruto sont construits comme 99% des méchants dans les autres œuvres. Il y a des personnages méchants naturellement, et il y a des personnages méchants parce qu'ils ont basculé. En gros, et ça c'est aussi l'une des idées de Naruto, mais personne n'est tout noir ou tout blanc. C'est vraiment un ratio lumière-ténèbres pour imaginer un petit peu ce que je veux dire. Certains auront une belle lumière teintée ténèbres, d'autres une pénombre avec une petite lumière au fond, et le rapport lumière-ténèbres va varier, mais il n'y aura jamais vraiment de pure lumière ou pure ténèbres. Encore une fois, les personnages de Naruto ne suivent pas une construction manichéenne, donc oui, même si on peut justifier pourquoi certains personnages sont méchants, ça n'empêche qu'ils le sont quand même. Du coup, pas besoin de s'offusquer parce qu'on a des méchants nuancés, hein, on va pas avoir que des freezers, hein, ça va 5 minutes. Il existe donc bien des méchants dans Naruto. Alors attention, ça peut paraître être du chinois pour certains, mais vous allez comprendre assez vite. Statement, différent de facts, signifie tout simplement que ce que dit un personnage n'est pas forcément vrai. Beaucoup parlent du principe que quand un personnage parle, c'est l'auteur qui parle à travers ses personnages pour nous faire passer des informations. Et ça, bah je suis d'accord, mais jusqu'à un certain point. Parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. D'où le fait que même lorsque c'est écrit noir sur blanc, on se doit d'analyser un minimum le contexte. Je vais vous donner un exemple. Au tout début du manga, Hiruzen explique à Naruto le système de hiérarchie, et il explique Hiruka et Chunin, Kakashi Jonin, et que globalement, les missions sont gradées et confiées aux ninjas ou au groupe de ninjas aptes à les réaliser. Ça, effectivement, c'est l'auteur qui vient nous planter le décor, qui nous donne des informations quant à l'univers qu'il essaie de faire vivre sous nos yeux. Est-ce qu'on se doit de le remettre en question? Est-ce qu'il y a besoin d'analyser ses déclarations? Non. À aucun moment, il n'y a un élément qui vient entrer en contradiction avec ce qu'il dit, donc c'est une véritable information à prendre comme parole d'évangile. Ceci dit, il existe d'autres éléments qui, eux, sont à prendre avec des pincettes, et il y a une raison, mais je viendrai un petit peu après. Par exemple, quand le Raikage dit que personne n'est aussi rapide que lui depuis la mort du 4ème Hokage, là, l'auteur il le fait parler, l'auteur fait dire à travers ce personnage que personne ne le surpasse dans le domaine. Sauf que juste après, Naruto le fait. Donc pourquoi? Parce qu'un statement, c'est-à-dire la déclaration d'un personnage, n'engage que sa propre perception de la situation. Le Raikage, il a une sacrée base de données, il connaît beaucoup de personnages, et il n'y en a aucun qui le surpasse selon son analyse, d'où le fait qu'il dit être le plus rapide. Sauf qu'il ne connaissait pas Naruto, il y a eu un manque de connaissances sur l'intégralité des ninjas existants et ou de leurs nouvelles capacités, donc sa déclaration était fausse. Était-ce le plus rapide? Non.
Pourtant, c'est bien un personnage qui parle via le coup de crayon de son auteur, donc le maître de son univers. Et là, je pense que vous avez capté où je veux en venir. Dans pas mal de situations, on ne peut pas se permettre de juste prendre ce qui est écrit comme la vérité absolue, parce que ce serait s'arrêter à la surface de l'analyse. Quand Itachi explique à Kisame que même en 2v1, il pourrait pas vaincre Jiraiya sans mourir, c'est à interpréter. Si on s'arrête à cette déclaration, on se dit que Jiraiya est aussi fort que les deux loustiques en 2v1. Mais si on analyse, on se rend compte qu'Itachi a dit ça pour éviter le combat dans le but de ne pas avoir éliminé Jiraiya, l'un des ninjas les plus importants du village, parce que son véritable objectif, c'est de préserver le bien-être de Konoha. Vous voyez, de la même scène, on a deux interprétations différentes. Une où on reste en surface et on suit ce qui est écrit, et une où on analyse le contexte, ce qui amène à une compréhension différente. Et les exemples, il y en a la pelle évidemment. Mon préféré, c'est Naruto qui dit à Bee que s'il se prend Amaterasu, c'est fini pour lui, alors que Killer Bee l'a déjà pris et y a survécu. Naruto n'était pas au courant, donc ce statement est factuellement faux. Du coup, quand vous voyez une information dans le manga, ne partez pas forcément du principe que c'est vrai en vous disant que c'est l'auteur qui parle ici. Essayez de faire ce petit travail d'analyse de contexte et vous verrez que vous pourriez découvrir une richesse d'écriture complètement folle. Naruto est une petite pépite dans le domaine. Oh là là, alors ça me... Sérieux, qui considère encore que Sasuke n'était pas un personnage méchant dans la partie 2 ? Dénoncez-vous. Et attention, je suis pas stupide, je comprends parfaitement pourquoi un doute planait sur son statut à une certaine période de l'œuvre. À la fin de la partie 1, il a décidé de rejoindre Orochimaru, un giga méga supra méchant dans ce manga. Il passe donc dans le camp des méchants, mais effectivement, ici, il n'en est pas un lui-même. L'auteur nous a bien fait comprendre à plusieurs reprises que sa décision de rejoindre Orochimaru était uniquement dans le but de tuer Itachi, pas de faire le mal. Ça se voit quand il refuse de tuer les sbires d'Orochimaru, quand il décide de libérer les prisonniers, quand il affronte Deidara et que finalement, le résultat se décide avec un suicide. Ça, vous voyez, ce sont des petits détails qui font que normalement, personne ne va le considérer comme un méchant. Sauf qu'évidemment, il y a eu la révélation sur la vie d'Itachi et du pourquoi du comment du pourquoi il a massacré son clan. Et à partir de là, je suis désolé, mais Sasuke passe du côté des méchants. Peu importe comment on le voit, peu importe qu'on l'aime ou non, que ce soit dans son attitude, ses actes ou ses objectifs, c'est un méchant. Non, parce que beaucoup remettent en question ses actes en mode il a toujours eu des excuses pour ne pas tuer ses adversaires et qu'il aide plus Konoha qu'autre chose, genre en tuant des membres de l'Akatsuki. Mais en vrai, quand le ninja de Kumo a trouvé leur repère, qui l'a buté? Quand il arrive au conseil des 5 Kage, les samouraïs, il les a épargnés peut-être? Et Danzo, son attaque kamikaze, elle ne s'active que lorsque l'utilisateur meurt, et c'est Sasuke qui a provoqué son dernier souffle, donc Sasuke, dans le grand livre de l'univers, a tué Danzo. Et dans tous les cas, est-ce que vous vous souvenez de ses objectifs et de pourquoi il agit? Il veut détruire Konoha, faire souffrir les dirigeants, éradiquer tous ceux qui ont joui de la paix apportée par le sacrifice de son frère. On aura beau le justifier dans tous les sens, c'est impossible de ne pas le considérer comme un méchant ici. Là, il coche toutes les cases. Et en fait, je pense que le gros problème ici, c'est que les gens ont tendance à s'arrêter à leur première impression. Genre, au tout début, oui, Sasuke faisait partie du groupe des méchants, mais n'en était pas un. Il agissait pour son propre intérêt, et c'est quelque chose qu'on comprend sans forcément qu'on ait à nous l'expliquer. Et ça, les gens s'y sont habitués. Dans leur tête, Sasuke égale personnage gentil dans le camp des méchants. Pas plus. Mais dès lors qu'il a complètement rejoint le rang des méchants, peu importe la justification, il est devenu méchant. Il tue sans scrupule, il a pour objectif de tuer, il fait le mal, il cause des problèmes à son entourage, il n'hésite pas à sacrifier les gens qu'il commence à considérer comme ses amis. C'est un méchant. En vrai, je me demande quand même c'est quoi le problème. Genre, est-ce que c'est le fait qu'il continue de repousser les avances d'Obito de rejoindre sa cause qui fait que les gens imaginent qu'il n'était pas réellement corrompu? Parce que spoiler alert, y a pas vraiment besoin d'être allié à Obito pour faire les mauvaises choses. Aller au conseil des 5 Kage, éliminer tout ce qui bouge avant d'aller éliminer le chef d'un village après avoir manqué de tuer sa partenaire et abandonner ses deux autres, y a plus gentil à faire quand même, monsieur Uchiwa. Non mais ouais, sans déconner, vous pouvez ne pas l'aimer, ça je l'entends. Vous pouvez même considérer son écriture comme mauvaise, blablabla, mais vous ne pouvez pas remettre en question son statut, ça c'est juste impossible. Sasuke était un méchant dans cette partie 2, et son retour du bon côté de la force ne se fait qu'à la toute fin du manga. Au mieux, il y a un changement qui est enclenché après son combat contre Kabuto, il redevient un petit peu plus lucide, mais il est définitivement dedans après avoir parlé à Shirama, peu importe ses actes. Là, il veut devenir une sorte de Pain, donc encore une fois, méchant aux ambitions nobles, ça reste un méchant. Si vous avez bien écouté, ça devrait vous parler. Pour ce dernier point, on va repartir sur une déclaration de Kakashi quant aux capacités de ce cher Rock Lee. Quand il a commencé à sortir les portes, Kakashi a demandé à Guy combien de portes ce Genin était capable d'ouvrir. Guy lui a répondu de sa voix super virile, 5, et Kakashi a alors déclaré « Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert par de la rigueur ou des efforts, ce gamin est un véritable génie.
Cette déclaration viendra alors démontrer que Lee n'était pas un raté en fin de compte, que c'était bel et bien un génie, juste qu'il n'avait pas encore trouvé le domaine dans lequel il était doué. Le fait qu'il puisse ouvrir jusqu'à 5 portes à son âge est la preuve que c'est un génie, parce que c'est inconcevable d'imaginer quelqu'un sans talent réussir juste en travaillant dur. Et oui, je pense justement que les mots sont très importants ici. En fait, selon moi, la déclaration de Kakashi est justement interprétée dans le sens inverse. Kakashi connaît cette technique, il sait à quel point c'est difficile, et quand il imagine quelqu'un réussir juste en s'entraînant dur, ça lui paraît inconcevable, donc il va immédiatement considérer que sa réussite est forcément due à son statut de génie. Sauf que Kakashi n'a aucune idée d'à quel point Lee s'est entraîné comme un forcené. Pour lui, il a pu imaginer un entraînement difficile, et qu'avec un entraînement de ce type, impossible de le faire. Eh bien, Rock Lee a fait tellement plus. Il s'est entraîné au-delà de ce qui est humainement possible d'imaginer. Kakashi avait beau considérer que c'était impossible de réussir juste en s'entraînant dur, Lee s'est entraîné encore plus dur que la notion ultime de difficulté. Il n'avait aucune idée à quel point il s'est donné pour réussir, à quel point il a fait des efforts pour ça. C'est comme si Kakashi nous dit que c'est pas possible d'avoir des pectoraux super développés, même avec un grand nombre de pompes par jour, et que Rock Lee en a fait genre 8000 par jour. Il dépasse clairement l'imagination de Kakashi, ce qui fait que son statement était faux. En se trompant, Kakashi a fait le plus beau des compliments aux efforts de Lee. Il a surpassé l'imaginable, ses efforts dépassent de loin ce qui est envisageable, donc Lee a été au-dessus. Ce n'est pas son talent qui l'a rendu si fort, c'est sa persévérance. Et tellement cette persévérance est folle, on la confond avec du génie. Et ça, ça fait plaisir. C'est un petit peu comme si vous exterminez quelqu'un en ligne et qui vous envoie un message en mode cheater. Oh bordel, le plus beau des compliments. Donc s'il vous plaît, Lee n'est pas un génie. Il n'a pas réussi à maîtriser les portes par avantage génétique, mais par ses efforts et son abnégation. Et ça, c'est la plus belle des leçons de vie. Surtout que Guy précisera juste après que Lee est un génie à sa façon, un génie de l'effort, et ce sont ses efforts qui l'ont emmené aussi loin dans son combat contre Gaara. Donc, encore une fois, ne pensez pas que Lee doit sa réussite à un quelconque génie. Il a tout fait à coup de sueur. Et sur ces belles paroles bien puantes, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, existe-t-il d'autres éléments que les fans pensent vrais mais qui sont en fait faux? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et la prochaine fois au programme, on va replonger dans du négatif. Parce que j'aime pas être gentil. Vous êtes prévenus, Aspros est gris.